Ma mère ne veut pas que je prenne quelqu'un, stop. Alors vous me dites où vous allez? Oui, bien sûr. Ayant fait la vidéo sur ce film en début de chaîne, il me fallait lui rendre justice autrement qu'avec une pauvre vidéo de 8 minutes. De plus, Sidonis Calista nous gratifie d'une ressortie en Blu-ray 4K ce 12 avril 2024 de ce chef-d'œuvre avec bonus, livret de 60 pages et j'en passe, et dont vous avez le lien en description pour Amazon. Celui qui m'avait pris en stop avant tout. Et il est resté dans la voiture? Ah oui, ça j'en suis sûr. Jim Halsey, jeune homme qui doit traverser une partie des États-Unis pour y amener une voiture d'un point A à un point B, commence à s'endormir en roulant la nuit. Parce que je lui ai coupé les 2 jambes. Et les 2 bras. La pluie tombant de façon importante, il va décider d'aider un autostoppeur trempé qui va se révéler être un tueur en série et qui va jouer au chat et à la souris avec le jeune homme, laissant des cadavres sur la route et Jim dans une belle merde, toute la police étant à ses trousses pensant qu'il est lui-même le psychopathe responsable des crimes. Il la tête. Et je vais te faire la même chose. Le tueur ne veut qu'une chose, que Jim l'empêche de le tuer ou être tué donc, un couteau à cran d'arrêt sur les burnes, Jim éjecte le bonhomme, l'enfer le suit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu m'en empêches. John Ryder, notre tueur, va passer de voiture en voiture, même familiale, avec des enfants, dans une scène au final terrifiant. Un road movie, un thriller, un film noir, une poursuite impitoyable, un duel au soleil, dont la logique du thriller va peu à peu s'effacer et de façon moins conventionnelle, se jeter dans un fantastique presque réaliste avec ce tueur, sorte de créature mythique monstrueuse et intouchable, ou presque. Eric Red est au scénario qui pendant les années 80 va nous donner de bonnes histoires comme Aux frontières de l'aube et Blue Steel que réalisera Catherine Bigelow et que vous trouverez sur la chaîne et réalisera Body Parts, Cohen and Tate ou Bad Moon, de petites séries B bien torchées. Pour lui, le scénario fut inspiré par la chanson des Doors, Riders of the Storms, et il fait une petite apparition dans le rôle de l'adjoint du shérif qui escorte Ryder à la prison. Que personne n'avance. Le film s'inspire d'une histoire vraie où en 1950, Billy Cook, qui erre sur les routes, se fait passer pour un autostoppeur et va assassiner 6 personnes en 22 jours. Non. Capturé en 1951, il sera condamné à mort et inspirera Le Voyage de la peur, film de 1953 réalisé par Ida Lupino. Robert Harmon aime les vertus du désert, au cinéma en tout cas, son premier court-métrage s'y passait déjà et porte en lui une grande fascination pour ce décor. Un choix de désert important afin que son immobilité lui donne la possibilité de jouer avec les échelles. Le film sera réalisé avec peu de moyens, 6 millions de dollars, autant dire rien aujourd'hui, et pourtant ressemble visuellement à un grand film. Le premier montage dure 3 heures et assez étonnamment, je ne voudrais rien voir de plus que les 97 minutes de la séance cinéma où chaque seconde sont millimétrées et dont rien ne manque. Même Tony Scott en restera bluffé en disant au réalisateur qu'il était né pour ça et pourrait même faire de grands films publicitaires. N'oublions pas la photographie absolument fantastique de John Seale, dont j'ai parlé dernièrement sur ma vidéo du Witness de Peter Weir, directeur de la photographie qui ne participe pas aux préparations et arrive très tard sur le film. Le film n'en est pas impacté, bien au contraire, lui donne même un petit côté australien, et ces scènes d'action toutes formidables, putain la scène avec l'hélicoptère, sont efficaces et pourtant très simples. Un voyage au royaume de la mort dont jamais le désert n'a été aussi joliment filmé, avec bien sûr les Mad Max de George Miller, ses étendues à l'infini et ses routes d'asphalte dont on ne voit pas le bout. Choisir de vivre, c'est aussi accepter de mourir. Hitcher révèle nos angoisses, le petit encart d'un journal sur un fait divers horrible, un rappel à la réalité et à nos peurs émotionnelles, malheureusement trop souvent présentes parfois dans notre quotidien. Une station d'essence qui explose, un doigt au milieu d'une part de frites, un chien léchant un cadavre et le sang, une poursuite par des voitures et un hélicoptère donc, l'horrible scène du camion et du destin funeste de Nash, jusqu'au final et son exécution, tout y est sans concession.
Le film sera bien sûr storyboardé, vous savez, ces dessins où les plans sont dessus et permet au réalisateur d'y voir sa vision sur papier. Et c'est le grand William Stout qui va s'y coller, un dessinateur de grand talent dont on a pu voir son travail sur des films comme Conan le Barbare de John Milius ou le Rambo de Ted Kotcheff et encore tant d'autres. Il va travailler après le script sans rencontrer Robert Armond, alors en plein repérage. Les deux hommes, une fois face à face au dessin, s'aperçoivent qu'ils ont exactement la même vision du film. The Hitcher sera pourtant un bide et peu de gens le connaissent encore aujourd'hui, se rapprochant aux États-Unis de son budget avec 5 844 000 $ et 740 000 entrées en France. Malheureusement, la vidéo ne lui rendra pas hommage, peu mise en avant à l'époque avec un DVD dégueulasse, n'étant que la façon de le voir pendant de longues années, et dès le 12 avril, le 4K va pouvoir remédier à cela. Ça te plaît d'être dans la merde? Rutger Hauer en tueur psychopathe, quelle belle idée, même si les noms de Terence Stamp, Sam Elliott et Michael Ironside furent un temps envisagés. Ton revolver est vide. Ah ouais? Ouais. Cet acteur hollandais que l'on adore, quoi qu'il joue, avec sa silhouette et démarche peu commune, son sourire en rictus et qui, tel un viking, aura parsemé ses films de rôles remarquables. Ouais. Oui. De l'androïde répliquant Roy Beatty du Blade Runner de Ridley Scott, avec ses phrases cultes, en terroriste implacable dans Les Faucons de la Nuit de Bruce Malmult face à Sylvester Stallone, Chevalier maudit dans le Lady Hawk de Richard Donner, ou La chair et le sang de Paul Verhoeven, notre Hollandais violent, dont ce sera la dernière collaboration suite à une dispute sur le film, et où il joue d'ailleurs déjà aux côtés de Jennifer Jason Leigh, qui retrouve ici. Vous avez aussi ces vidéos sur ces 3 derniers films sur la chaîne. T'as jamais vérifié? Je vous jure que je vais vous buter la gueule. Un grand génie dont le jeu d'acteur dans ce film en est pour moi le paroxysme, ne serait-ce que dans ses regards, surtout sur la scène du restaurant, la meilleure. T'as intérêt à le faire, sinon c'est moi qui vais appuyer sur la mienne. Où il terrifie le pauvre Jim, ce dernier persuadé que son arme peut lui sauver la vie. Une scène où l'acteur prouve son talent avec un regard, un sourire, un travail parfait, où il se fout littéralement de la gueule de ce pauvre héros, un grand moment de cinéma, parfait dans le jeu de cet acteur qui nous manque encore et encore. Jim a signé sans le vouloir un pacte avec le diable et en est mort de trouille, incapable de rivaliser avec cet être invincible. Comme d'habitude, certains voient en ce duel une connotation homosexuelle. Peut-être que ces pseudo-journalistes devraient prendre du recul, imaginer que ces fantasmes sont les leurs. Rutger Hauer aime passer d'un genre à un autre et jouer des personnages différents afin de casser l'image que l'on a de lui. Pour lui, Hitcher est une fable psychologique sur le triomphe qu'un homme a de ses peurs et de jouer avec tel un chat avec sa proie. Ryder, le destructeur d'âme, Ryder, le plaisir et l'extase dans la douleur. Certains disent que le restaurant d'ailleurs chez Roy est un hommage au Roy Beatty de Blade Runner. Le grand Hervé Bellon lui fait une voix française du tonnerre. C'est Thomas Howell et donc le jeune Jim Astley, un conducteur fatigué qui va plonger dans un enfer contrôlé par un psychopathe. Naïf, peut-être le seul défaut en jeu d'acteur sur certaines scènes, mais je pinaille. Il avait été vu sur le E.T. de Steven Spielberg en jeune ado à bicyclette lors de la poursuite finale, Outsiders de Francis Ford Coppola, Soul Man de Steve Miner, un film impossible à refaire aujourd'hui, ou L'Aube rouge de John Milius. Le futur le cantonnera le plus souvent en psychopathe dans des séries comme dans Esprit criminel. C'est dommage, il aurait pu faire mieux. On le verra dans Hitcher 2 de triste mémoire. Le dernier plan du film fut sujet à plusieurs interprétations. Celle du réalisateur est bien simple. Il est devenu un héros malgré lui et ses agissements, tuer John Ryder, est un mal nécessaire par une passation du mal en lui, une fin sans victoire, rare au cinéma. Il reste un très bon acteur dans beaucoup de scènes, un personnage pris dans une tourmente, l'enfer, un cauchemar qui foutra en l'air sa vie pour ses choix qu'il s'impose. Vivez dans la terreur trop longtemps, ça vous change, croyez-moi, sur parole, je sais.
Sa relation amour-haine avec Ryder se cracha à la gueule que le tueur va toucher dans cette quête évidente où l'un des deux doit mourir. Éric Bauguin est à sa voix française, qui est un petit peu le point faible de cette version française dans certaines scènes. Je m'appelle Nash. Nash, une jeune serveuse interprétée par la jeune Jennifer Jason Leigh, va se prendre d'amitié pour le pauvre Jim qui n'en peut plus et se retrouver elle-même piégée. D'abord en le sauvant de policiers qui sont prêts à l'exécuter, pensant qu'il est le responsable de la mort de nombreux collègues dans un commissariat. Jetez vos armes, ne vous retournez pas, jetez juste vos armes. C'est bien sûr la scène du camion qui va calmer tout bon spectateur qui se respecte, puisque pendant que Jim prend sa douche, Ryder va entrer dans la chambre d'hôtel, se coucher auprès de la jeune femme, la kidnapper et l'attacher entre un camion et sa remorque. Mais faites quelque chose, merde! On ne peut pas! Le défi est simple, ou Jim tue Ryder et Nash meurt parce que son pied lâche les freins, ou il ne le tue pas et Ryder accélère, une horreur. Jennifer est la fille du regretté Vic Morrow qui trouvera la mort sur le tournage du film La 4e Dimension dans une vidéo que j'ai faite il y a peu de temps avant celle-ci, et a une filmographie absolument exemplaire. La chair et le sang bien sûr avec Rutger Hauer, dont son viol devient par sa seule volonté le viol de Hauer, Rush de Lily Finney Zanuck, le grand saut des frères Cohen, Dolores Claiborne de Taylor Hackford d'après Stephen King, Les 8 salopards de Cutie, Twin Peaks et retour de David Lynch, ou la mini-série toujours d'après Stephen King, L'histoire de Lizzie, ainsi que la saison 5 de Fargo. Françoise Dasque la double parfaitement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre entre vous deux. Je ne sais pas quoi et je ne veux pas le savoir. Le capitaine Etheridge est le seul policier qui semble vouloir aider le jeune Jim. Interprété par Jeffrey DeMoon, il est peu présent mais exceptionnel et comprend assez vite les enjeux et garde en chaque instant un calme absolu. Jim lui piquera son arme pour les rejoindre Ryder et le tuer lui-même, laissant le policier dans le désert. Alors ? Descendez. Il fut Houdini dans le Ragtime de Milos Forman et va travailler longuement avec Frank Darabont sur Les Évadés, La Ligne Verte, The Majestic, The Mist et les 2 saisons de Walking Dead. Et c'est le très bon Jean-Claude Montalban qui est à sa voix française. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? John M. Jackson est le sergent Starr qui va aider à l'arrestation de Jim mais se retrouvera dans le commissariat après le passage de la mort Ryder. Ce gosse n'est pas un tueur. N'importe quel crétin le verrait. Un acteur vu très souvent à la télévision, dans JAG, NCIS Los Angeles, dans le même rôle, celui de l'amiral Edgy Chegwidden, et directeur du FBI dans Bones. Georges Berthomieux le double ici. Comment vous sentez-vous ? Fatigué. Le sergent de l'interrogatoire est interprété par Amin Shimerman, très connu pour son rôle de Quark dans Star Trek Deep Space Nine ou Provisor Snyder au lycée de Buffy tueuse de vampires. Tu as juste buté 2 de mes copains. Tu m'as craché sur la main. Et aussi en grand acteur de série télévisée, nous avons Henry Darrow qui joue ce flic qui essaie carrément d'abattre Jim devant un bus bondé de monde. Viens me lâcher la main. Fou de rage et pensant qu'il est responsable de la mort de ses collègues. Prends le revolver. Trompettiste de jazz au départ, Mark Isham va devenir un compositeur de musique de film discret mais dont certaines œuvres resteront, comme son Point Break et bien sûr ici The Hitcher, absolument démentiel dans son atmosphère. C'est une de ses premières partitions, il a débuté en 1983 sur Un homme parmi les loups de Carole Ballard, partition entièrement écrite ici pour synthétiseur, avec des thèmes plus que mémorables, presque pour chaque scène, et une atmosphère folle, en adéquation parfaite avec le film. Une musique sombre, dès le départ, presque mélancolique, comme ce tueur, qui cherche son égal en quelque sorte, avec une trompette qui donne son âme au film. Bien sûr, percussion et rythme vont prendre le pas sur les scènes d'action, dont la musique, par sa monotonie, délivre un malaise ambiant qui symbolise parfaitement le serial killer qu'est John Ryder, et par un son métallique que l'on entend très vite. Le trouble reste et c'est un bonheur, et à l'écoute, la descente aux enfers est là, sur une musique que l'on peut définir comme étant psychologique, elle est très New Age. Les harmonies aussi sont présentes sur une musique donc sombre, troublante et presque, il faut le dire, déprimante par moments, puisque le film n'évoque jamais rien de joyeux non plus.
Un de mes morceaux, non, mon morceau favori de l'album, sans nul doute celle de la scène de poursuite Cars and Helicopters où 3 voitures de police poursuivent nos héros, suivis d'un hélicoptère qui tire sans poser de questions. Un morceau soutenu par des percussions électroniques folles, démentielles même, de ces morceaux qui vous font accélérer en voiture si vous l'écoutez en roulant, un morceau sec qui rappellera presque les sonorités métalliques qu'avait composé Brad Fiedel dans les 2 premiers Terminator. Le endgame, à musique de ce final exutoire, est au niveau du film, au suspense fou, et cette fin musicale d'une descente aux enfers qui certes se termine, mais avec une musique qui remet tout en question, qui des deux va réussir à prendre le pas sur l'autre? Le générique de fin est loin d'être une partition victorieuse non plus, le héros seul dans le désert appuyé sur la voiture étant devenu quelqu'un d'autre, plus sombre, aussi sûrement que l'image reste avec son coucher de soleil magnifique. À écouter aussi souvent que possible, il est sorti chez Sivla Screen à l'époque et ressortira en 2021. On me demande souvent pendant les lives du mercredi, Fred, si tu avais la chance d'avoir pu réaliser un film, lequel choisirais-tu? Bien sûr, John Carpenter et David Lynch devraient être mes premiers choix évidents, et pourtant, je choisis toujours Hitcher. Premièrement parce qu'il représente tout ce qu'est le cinéma américain pour moi, les plans, la photographie, la musique et j'en passe, et bien sûr par le fait qu'il est unique pour son réalisateur, n'ayant jamais pu, bien que sachant encore y faire, arriver à refaire un film de cette valeur, un film dont la technicité est indéniable et dont tout y est parfaitement dosé, un choc à l'époque et la présence monstrueuse du grand Rutger Hauer. Un film à voir des dizaines de fois, voire plus, ce qui est mon cas depuis 1986, et mes visions en salle la même année lors d'une fête du cinéma pour la première. Film où paranoïa et peur s'entremêlent, où le désert devient un personnage, un enfer pour le héros, dont l'autostoppeur fou pourrait être une créature fantastique, apparaissant et disparaissant à son gré, comme le conducteur du camion dans le duel de Steven Spielberg, une vraie leçon de cinéma. Un décor désertique au ciel magnifique, merci encore John Seale, c'est pour moi l'asphalte et la façon qu'a Harmon de filmer ses routes que j'aime dans le métrage, souvent tellement au niveau du sol que l'on en satirait presque l'odeur, la texture et la chaleur. Un premier film pour un réalisateur de 33 ans, une série B certes, mais un moment de réalisation stylistique absolument et complètement maîtrisé de bout en bout, comme l'ont fait nombre de réalisateurs référentiels avant lui, comme John Carpenter, George Miller et Steven Spielberg bien sûr. Je pensais à l'époque qu'un grand réalisateur était né, malheureusement, la suite ne sera pas au niveau, même si elle n'est pas non plus très honteuse. Un film à la fois métaphorique et classique, un thriller viscéral et agressif, dont la maîtrise graphique est absolue et reste un exemple d'architecture filmique hallucinant encore aujourd'hui, dont je n'oublie pas le son qui, sans lui, n'aurait pas donné le même film. Pour moi, Hitcher est la représentation moderne de ce que nous donnait Don Siegel ou Sam Peckinpah, où les visions de la pellicule sont d'une beauté renversante sur un monde sauvage et implacable. Bien sûr, un deuxième opus sortira directement en DVD en 2003 avec Jack Buzzet et Seton Howell qui revient, mais en officier de police suspendu pour ses tendances à la violence, et avec sa compagne Maggie, prennent un autostoppeur comme quoi on n'apprend pas. Salut petit. En 2007, sous l'égide du producteur Michael Bay, c'est un remake dégueulasse qui sera tourné avec un Dave Meyers qui retournera tourner des clips après ce film. Il n'était pas fait pour le cinéma. Et cette fois, c'est Sean Bean le psychopathe, mais avec cet acteur au moins, on sait qu'il est sûr qu'il va mourir, et une jeune fille pour remplacer notre héros, Sophia Bush. The Hitcher est un classique, oublié par certains, vénéré par beaucoup, dont chaque kilomètre parcouru nous amène plus loin dans l'horreur psychologique, géographique et métaphysique. Après tout, d'où vient ce John Ryder et dont la force narrative du récit, de par cette réalisation sans faille, nous hypnotise. Un film que l'on veut partager avec tout le monde, ce que je fais ici à mon humble niveau. Hitcher est un chef-d'œuvre, entendez-moi, et mérite un 8/6 parce que je m'impose des limites. Un film où les hommes de l'ombre s'effacent et seule l'histoire reste folle, un cauchemar éveillé.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. J'avais besoin de revenir sur cette vidéo. Ma petite vidéo de 8 minutes à l'époque ne me convenait plus. J'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives et des vidéos inédites. Je viens de faire le vendredi 13/5. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine. Bref, plein de choses. Vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche. À bientôt pour du lourd. Bye bye.